Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons François Coste, directeur général de Groupama en Roumanie depuis 2012, mais qui va bientôt partir pour d'autres fonctions au sein du groupe, raison pour laquelle nous tenions évidemment à l'inviter, d'autant que François Coste s'est beaucoup impliqué dans le monde des affaires en Roumanie. En 2016, il a notamment été nommé président de la Chambre française de commerce et d'industrie en Roumanie. François Coste, bonsoir. Bonsoir. Pas d'erreur dans la présentation, tout est correct? Tout est correct, merci. D'accord, très bien. Nous allons évidemment parler de vos nouvelles fonctions à la fin de cet entretien, mais d'abord, et avant de parler des activités et responsabilités que vous avez développées en Roumanie, j'aimerais avoir votre sentiment personnel sur ce départ proche. Je sais que vous aimez beaucoup ce pays. Alors, comment vous sentez-vous? Bien, à la fois triste et heureux. Triste parce que je quitte la Roumanie, comme vous le disiez, au bout de 12 ans, 12 années pendant lesquelles j'ai découvert ce beau pays. Et aujourd'hui, je me sens roumain. D'ailleurs, vous parlez très bien roumain. Et heureux aussi, heureux parce que j'ai eu l'opportunité de connaître la Roumanie, d'apprécier les Roumains, d'apporter ma contribution dans un certain nombre de domaines et d'apporter ma petite contribution à la force de la relation entre la France et la Roumanie, au développement de notre communauté d'affaires. Et c'est un environnement, la Roumanie, qui m'a à la fois beaucoup sollicité. Je crois que je n'ai jamais autant travaillé dans ma vie, mais qui travaille heureux, travaille bien, hein, et qui m'a permis aussi, cet environnement en Roumanie, d'être moi-même. Pour la première fois dans ma vie, j'ai trouvé un environnement où je pouvais aligner mes croyances, mes valeurs et mes attitudes, tout ça avec mes amis, mon entourage roumain. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance. Une belle symbiose entre tout ça, d'accord. Oui, mais j'ai trouvé en Roumanie un environnement où j'ai pu m'éclore comme une fleur et être moi-même. Et vous savez que quand on arrive à être soi-même, c'est-à-dire à agir selon ses valeurs, ses croyances profondes, mais c'est une source de bonheur et c'est une source d'impact aussi. Ouais, tout à fait. Et sur ces 10 années, si vous deviez... 12 ans. Pardon, 12 années, oui, c'est vrai, plus de 10 ans. Y a-t-il eu des étapes? Est-ce qu'il y a des étapes claires qui ont marqué ces 12 années? Alors d'abord, je venais en Roumanie le 3 janvier 2012, sans connaître ni la Roumanie, ni Groupama, donc j'étais la bonne personne pour prendre le poste qui m'était confié en Roumanie. Ah oui, donc vous veniez d'intégrer le Groupama également. Exactement. Oui, après 3 acquisitions de Banca Transilvania Suvari, Asiban et OTP Galanta, donc mon groupe Groupama a eu besoin d'un leader pour terminer la fusion et conduire l'entreprise dans les nombreuses années qui ont suivi. Donc, ne connaissant pas le pays, ma première étape, naturellement, ça a été une étape d'initiation. D'initiation pour comprendre l'environnement, avec tous les points communs entre la Roumanie et la France, ou la Roumanie et les autres pays où j'avais travaillé, mais aussi les différences. Initiation à la langue. Petit à petit, j'ai réussi à... Vous connaissiez les pays de l'Est? Non, c'était la première fois que je travaillais dans un pays de l'Est, pays de l'Est atypique ici. Oui. Et aussi initiation parce qu'il m'a fallu un certain temps pour comprendre les attentes spécifiques vis-à-vis de moi et m'y adapter. Donc, première étape d'initiation. Qui a duré combien de temps à peu près? Je dirais bien 2-3 ans. Un peu trop longue. Je suis venu en Roumanie sans être très clair sur ce qu'attendaient notamment mes collaborateurs vis-à-vis de moi. Et donc, j'ai tardé à leur donner ce qu'ils attendaient. Et vous avez commencé, excusez-moi, je vous coupe, à prendre des cours de roumain dès le début? Dès le début, oui. Dès le début. Ça, vous saviez que ça allait être une... J'avais la conviction profonde longue, donc, que pour avoir une relation étroite avec mes équipes roumaines, mes amis roumains, il fallait parler soit le français, soit le roumain, et éviter l'usage de l'anglais. D'ailleurs, c'est un principe que j'ai continué à appliquer, et d'autant plus facilement, naturellement, lorsque le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, l'anglais n'étant plus la langue native de personne dans l'Union européenne. Donc, première étape d'initiation, deuxième étape d'approfondissement et de transformation, à la fois de l'organisation qui m'était confiée, mais aussi de moi-même.
Donc, lorsque je faisais un bilan récemment avec mes collaborateurs, mes amis roumains, on échangeait sur la façon dont je les ai aidés dans leur transformation et ils m'ont amené à me transformer dont vous parlez, profondément. professionnel et personnel, Oui, parce que quelque part. Ouais. oui, je Pour eux aussi. Pour eux mélange aussi. les deux volontairement. Mhm. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, pour moi, dans les valeurs pour conduire une organisation comme celle qui m'a été confiée, Groupama, et l'amener au succès, je pense qu'il y a un certain nombre de tentations dans lesquelles un dirigeant ne doit pas tomber. Et où je tombais et je continue à tomber tous les jours. Mais enfin, à éviter. La première tentation, c'est d'éviter l'harmonie. Parce que quand on dirige une organisation, on ne doit pas forcément rechercher l'harmonie. Il faut plutôt rechercher la complémentarité des points de vue. Il faut favoriser le conflit d'opinion, pas de personnes, mais d'opinion, parce que c'est dans ce conflit que les bonnes décisions naissent. Deuxième tentation, la popularité. Quand on est responsable, on se sent quelquefois un peu seul. Et il faut surtout garder une certaine équidistance, tout en étant très proche de tout le monde, avoir de l'équidistance, éviter d'être sur le registre de la popularité, bien mettre chacun face à ses responsabilités, au service Quand vous de dites la popularité, l'organisation. c'est-à-dire que essayer que tout le monde vous aime, c'est ça? Oui, voilà, donc c'est une tentation, on aime bien être... c'est confortable d'être aimé, mais c'est pas du tout le rôle d'un dirigeant. Une autre tentation, c'est de rechercher les certitudes, d'essayer de baser les décisions sur des certitudes. Mais on vit depuis de nombreuses années dans un monde de chaos. Malheureusement, les certitudes n'existent pas et les dirigeants sont là pour prendre des risques. Et également, donc, une autre tentation en disant, je suis là où je suis, on m'a nommé directeur général de Groupama, donc je suis invulnérable, je sais tout. Bien sûr, c'est une très mauvaise tentation, d'autant plus que c'est en acceptant sa propre vulnérabilité qu'on crée la confiance avec les autres. Et puis la dernière, c'est l'ego, le statut. Et alors que quand on dirige une organisation comme celle qui m'a été confiée, on doit rechercher la performance de l'entreprise et le développement des hommes qui nous sont confiés. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que il m'a fallu un certain temps pour le dire d'une façon simple à mes collaborateurs, et ça a été ensuite un ciment extrêmement fort dans la performance de notre équipe. Ah oui, ce sont des messages que vous avez dit directement. Tout à fait, oui. C'est pour ça que je vous disais... C'était pas une stratégie personnelle que vous mettiez en place dans votre coin. Non, vous aviez toujours eu. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai trouvé en Roumanie un terrain unique où j'ai pu m'exprimer, parler de mes valeurs beaucoup plus facilement qu'ailleurs, et notamment qu'en France. Ouais. Je vous donnerai un autre exemple plus tard sur le bien commun. Ouais. Donc, vous me posiez la question sur les phases. Première phase d'initiation, une deuxième phase d'approfondissement, de transformation, et une troisième phase que je dirais d'aisance dans la complexité. La Roumanie, c'est un milieu complexe. D'aisance dans la complexité et de promotion active de la Roumanie. À mon petit niveau, je crois que j'étais un bon ambassadeur de la Roumanie auprès du siège en France, notamment. Oui, et on va parler aussi de votre action à la tête de la CGIFR, mais je voudrais revenir à ce que vous étiez en train de dire, ça m'interpelle. Cette aisance que vous avez eue en dirigeant vos équipes en Roumanie. Je me rappelle de dirigeants ou de petits chefs d'entreprise étrangers aujourd'hui établis en Roumanie, me faisant part, vous parliez de complexité, eh bien d'être face à des complexités en termes de ressources humaines et d'être mal à l'aise à ne pas savoir lire et à ne pas savoir comment se comporter avec leurs ressources humaines. Donc c'est très, je veux dire étonnant, mais très positif pour les investisseurs de façon plus large d'avoir un témoignage comme le vôtre. Et vous dites que non, on peut arriver tout à fait à l'aisance en ayant un discours franc, sincère, direct et en comprenant les complexités. Je pense que ça, quand vous dites que vous avez pu véritablement développer ce que vous avez voulu développer, c'est aussi parce que vous avez compris les complexités, les paradoxes j'allais dire, de l'âme roumaine. Oui, la phase d'initiation a été longue, mais je n'aurais pas osé être aussi explicite
sur mes attentes. Si j'avais pas eu cette phase d'initiation pour m'aider à rentrer dans l'âme roumaine avec beaucoup de respect, mais j'ai aussi, je pense, tardé à le faire parce que il y avait une attente très forte de la part de mes collaborateurs, de mes équipes, pour que j'exprime clairement mes attentes, mes valeurs, mes attentes. Donc vous avez senti qu'il fallait être patient. Hein, il fallait être patient, mais qu'il fallait être explicite. Et c'est complètement à mettre au crédit des Roumains qui savent très bien apprendre et très bien s'adapter. Et donc, il y a une certaine obligation à être explicite, à avoir le courage de ses attentes. Et pour terminer sur le sujet, pour être encore plus concret, j'entends dire que parfois, quand ils sentent, quand les Roumains sentent un manque d'autorité, mais parce que voilà, on a envie de faire les choses un petit peu autrement, ils peuvent ressentir ça comme de la faiblesse et prendre avantage. Là, c'est un discours que j'ai souvent entendu, prendre l'avantage sur pas un manque d'autorité, mais une façon différente de faire les choses. Vous avez compris ce paradoxe et vous avez, enfin ce paradoxe, cet aspect des relations et vous l'avez compris et vous en êtes servi en fait. Je me suis retrouvé très souvent en tant que directeur général dans une situation où, face à une opportunité, face à une problématique à résoudre, en faisant un tour de table au sein du comité de direction, il y avait des avis très contraires, basés sur des expériences différentes, des perspectives fonctionnelles différentes, et avec la nécessité de résoudre ce dilemme et de prendre la bonne décision pour l'entreprise. Donc faire preuve d'autorité aussi. Alors c'est un besoin de consultation large pour ensuite prendre la bonne décision. Ouais, d'accord. Alors, 2016, vous êtes nommé à la tête de la CCIFR, de la Chambre de commerce française, la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie. L'ensemble de la communauté aura senti très concrètement votre action et votre charisme au sein de la Chambre. Qu'est-ce que ce poste vous a apporté? D'abord, la bonne question, je dirais, c'est pas ce que ça m'a apporté, mais ce que j'ai pu apporter. Oui. Ça a été une activité associative très sollicitante. J'ai donné du temps que je n'avais pas, mais en étant motivé pour me mettre au service de la communauté d'affaires franco-roumaine, qui est une très grande communauté. On a 4200 investisseurs à capitaux majoritaires français. Ça représente, par rapport au PIB roumain, enfin par rapport... Moi, je pense que c'est aux alentours de 15% du PIB de la Roumanie, mais beaucoup de grandes entreprises qui sont venues chercher en Roumanie une croissance accélérée, qui sont venues s'appuyer sur les talents roumains pour cette croissance ou pour améliorer la compétitivité de leur entreprise au niveau global en produisant une partie de la valeur ajoutée en Roumanie. Donc, une communauté très forte, historique, et donc, je me suis mis au service de cette communauté en étant président du conseil d'administration de la CCIFR, avec beaucoup d'activités à Bucarest, en région. En contrepartie, ça m'a apporté une bien meilleure compréhension de la Roumanie, puisque j'ai pu sortir de ma perspective du secteur de l'assurance. J'ai pu rencontrer beaucoup de leaders roumains avant tout, français, des entrepreneurs. Donc, forte implication, très sollicitante, mais un grand enrichissement sur le plan de l'intelligence de la Roumanie. François Coste, il me vient une petite question, parce que chaque fois que je vous ai rencontré dans les événements ici et là, toujours en pleine forme, toujours bonne mine, toujours... Comment vous faites? Est-ce que vous avez le temps? Comment vous faites? Vous avez le temps de prendre soin de vous? Enfin, comment vous faites? Je pense que la motivation fait beaucoup de choses. Hein. Il y a un bon état d'esprit général? Oui, mais la motivation de me sentir au service des autres. J'ai été élevé comme ça par mes parents et ça me maintient en forme. Et le sentiment d'avoir un impact positif sur l'environnement. Je vous parlais du bien commun. Donc quelque chose qui, à ce stade de ma vie, me mobilise beaucoup, c'est le sentiment du devoir de contribuer au bien commun. Et bien commun, c'est pas l'intérêt général, c'est vraiment contribuer à un monde durable,
à la fois sur le plan environnemental, mais aussi sur une justice sociale plus forte, dans l'intérêt de l'homme et par l'homme. Donc, j'ai voulu apporter ma petite contribution au bien commun, et j'ai pu le faire en dirigeant Groupama, j'ai pu le faire en étant président de la HCIFR. C'est ce qui me donne l'énergie tous les matins quand je me lève à 5 heures du matin pour préparer la journée. 5 heures du matin, d'accord. Alors, vous avez été en lien avec de nombreuses personnalités, tant dans les domaines économiques, politiques, et je sais que vous avez été aussi très proche des Roumains dans leur ensemble. Qu'avez-vous à leur dire à la veille de votre départ, qui n'est pas véritablement un départ? Vous allez revenir aussi en Roumanie, parce que vous allez nous expliquer exactement ce que vous allez faire. Mais quel serait un message que vous aimeriez leur dire? J'ai 2 mots qui riment, reconnaissance et confiance. Reconnaissance pour l'accueil qui m'a été accordé, reconnaissance pour m'avoir permis d'être moi-même, nous en parlions à l'instant, reconnaissance pour mon développement à la fois professionnel, personnel, spirituel en Roumanie, reconnaissance pour m'avoir soutenu dans mes différentes activités chez Groupama, à la Chambre de commerce et d'industrie franco-roumaine, chez Paid, qui est une autre compagnie d'assurance dont je suis le président du conseil d'administration. Reconnaissance aussi pour... Et dont vous allez rester membre? Et je vais rester au conseil d'administration de Groupama et aussi président du conseil d'administration de Paid, qui est la société d'assurance qui assure les Roumains contre les risques de catastrophes naturelles. Et puis reconnaissance pour quelque chose qui est très précieux et dont les Roumains ne sont pas forcément conscients, mais nous, Français, nous le sommes, la sécurité. Nous vivons en Roumanie dans un environnement de sécurité physique qui est remarquable, et je voulais le souligner. Aussi confiance, c'est ce qui me vient à l'esprit, confiance dans la Roumanie, dans son développement, dans sa belle convergence au sein de l'Union européenne, confiance dans le fait que l'Union européenne a besoin de la Roumanie pour la transformation de l'Union européenne dans un ensemble politiquement et économiquement encore plus fort. Voilà, donc reconnaissance et confiance. C'est ce que je voudrais mentionner et laisser comme trace après mon passage de 12 ans en Roumanie. D'accord. Alors avant que, si vous le voulez bien, que vous nous parliez un petit peu de l'avenir proche, une question que j'aurais dû peut-être vous poser un petit peu avant, mais pour revenir à Groupama, est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement difficiles et de succès? Peut-être que ces moments-là étaient très, très imbriqués, mais il y a eu des moments, on parlait d'étapes au début, mais des moments qui ont été un peu durs pour vous. Alors, ce qui a été dur, c'est la phase initiale, puisque, comme je vous le disais, Groupama a acquis 3 sociétés d'assurance, Banca Transilvania, Asiguari, Assiban et OTP Galanta, pour les fusionner et en faire ce qui est devenu Groupama. Toute acquisition est difficile, acquisition, fusion, difficile pour le personnel, difficile pour les dirigeants, souvent difficile pour l'actionnaire aussi, pour qu'il y retrouve le fruit de son investissement. Difficile sur le plan informatique. Donc, ça a été très difficile, puisque là, il s'agissait de 3 acquisitions et dans un environnement... En même temps, et dans un environnement que mon groupe ne connaissait pas. Donc, tous les facteurs de difficulté étaient rassemblés, d'autant plus que ces acquisitions sont faites en 2008-2009, juste avant la crise économique. Donc, nous avons connu... En pleine crise, oui. Des années initiales extrêmement difficiles. Ça a été difficile aussi du fait des nombreuses faillites que le secteur a connues. Je ne mentionnerai pas le nom des grandes sociétés qui ont fait faillite. Dans les 7 dernières années, il s'agit de 5 faillites avec des déficits de capitaux très forts, assumés par les entreprises survivantes comme Groupama. Donc ça a été vraiment difficile. Les dernières faillites nous ont amené à une hypercroissance de notre activité, puisqu'on a dû prendre la responsabilité. C'est ce que j'allais dire aussi, ça a été aussi une opportunité pour vous de reprendre ces activités. Oui, certainement, mais aussi toute la difficulté de trouver les ressources humaines avec la bonne expertise dans un marché du travail qui est très tendu. Trouver les ressources humaines avec la bonne expertise pour faire face à une charge de travail. Entre 2019-2022, le chiffre d'affaires a triplé. Donc vous vous rendez compte, nous n'avons jamais connu dans notre groupe
une telle hypercroissance. On a dû inventer le mot d'hypercroissance. Oui, c'est bien d'avoir acquis cette échelle. Groupama est devenu le leader du marché. Donc aujourd'hui, nous satisfaisons d'être le leader du marché, d'avoir la bonne échelle, parce qu'avec l'échelle, on a les gains d'efficacité. Avec l'échelle, on a un meilleur accès aux talents. Ça a renforcé notre marque, à la fois la marque commerciale, la marque employeur. Donc il y a beaucoup de bénéfices, mais ça a été difficile. Ce qu'on a inventé d'une certaine façon pour bien vivre ces nombreuses crises, c'est notre culture d'antifragilité. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Donc nous faisions de l'antifragilité sans le savoir. Comme j'ai travaillé avant en Chine, ce que je disais à mes collaborateurs chaque fois qu'on était dans une situation de crise, je leur disais en chinois, le mot crise s'écrit avec 2 caractères. Le premier veut dire danger, le deuxième opportunité. Donc j'ai invité mes équipes à toujours trouver dans les nombreuses crises que nous avons rencontrées des opportunités. D'où cette culture d'antifragilité qui nous a invités à toujours ressortir des crises plus forts. Le synonyme serait résilience, un terme à la alors mode. ça contribue effectivement beaucoup à la résilience. Et ça a été un élément clé dans le succès d'entreprise et aussi dans la cohésion de l'équipe. Et d'ailleurs, nous avons fait un baromètre. Vous savez, régulièrement, dans les entreprises, on fait des baromètres pour savoir comment les employés se sentent, mesurer leur niveau d'engagement. Et j'ai été extrêmement satisfait et admiratif de constater que seulement 10% des collaborateurs de Groupama en Roumanie jugeaient que le rythme du changement était trop rapide. Donc 90% le jugent pertinent, alors que leur entreprise a triplé de taille en 3 ans. Et que vous leur avez demandé donc. Donc ils ont été énormément sollicités ouais. en termes d'adaptation, de charge de travail. Mais je suis admiratif de ce résultat. Mais je suppose aussi parce que leurs conditions de travail ont été aussi respectées, etc. Donc c'est pour ça. Oui, et puis je pense que tout le monde aime être à bord d'un navire qui flotte et qui grandit. Voilà, qui donne de la perspective. Alors François Coste, maintenant, est-ce que vous allez nous dévoiler un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les mois qui viennent? Alors, plus l'horizon s'approche, moins c'est clair, mais je vais vous en dire quand même quelques mots. La direction générale de mon groupe m'a demandé de créer un nouveau poste pour coordonner tout ce que l'on fait en matière de durabilité, en anglais sustainability, à un moment où la durabilité des entreprises est devenue co-substantielle au business. La durabilité, c'est la somme de tout ce qu'on a fait depuis longtemps en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, sur un mode volontaire, non réglementé, mais aussi de tout ce qu'on appelle aujourd'hui ESG, c'est-à-dire ces nombreuses contraintes réglementaires qui deviennent obligatoires. Pourquoi ? Parce que les europarlementaires, avec le European Green Deal en 2019, après des décennies de réflexion, ont décidé de faire de l'Union européenne le premier espace durable pour complètement assumer le changement climatique et le faire dans une perspective d'écologie intégrale ou le faire sans augmenter la fracture sociale, au contraire en la diminuant. D'où la notion de durabilité. Et les europarlementaires ont décidé d'utiliser les entreprises européennes pour contribuer très fortement à la réduction de l'empreinte carbone, à la neutralité carbone d'ici 2050, et tout ça en augmentant la justice sociale. Donc c'est un rôle extraordinaire qui va être difficile, qui correspond bien à ce que je voulais faire pour cette dernière étape de ma vie professionnelle et que je mets sur le registre du bien commun. Et c'est ce que j'allais vous dire. C'est parfaitement dans vos cordes aujourd'hui. Vous allez pouvoir encore plus vous dédier à cette idée de bien commun. Je me rappelle dans un précédent entretien que déjà vous me parliez de l'importance que vous donniez à ce bien commun. Je me rappelle également que vous me faisiez part de votre passion pour les voyages. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Vous allez être basé à Paris. Oui. Hein, vous allez rentrer à Paris. Mais je sais que vous aimez les voyages, vous aimez l'expatriation. Comment vous allez essayer d'entretenir
cette passion-là, mis à part les vacances? Alors, j'ai travaillé dans ma vie, j'ai eu la chance de travailler dans de nombreux pays. Plus que les voyages, que j'aime, c'est découvrir d'autres cultures et d'être un pont entre ma culture, la culture des autres. J'ai eu la chance de travailler total 7 ans en Chine. J'ai travaillé 2 fois au Japon. J'ai travaillé au Nigeria, aux États-Unis, en Espagne, en Norvège. Et puis les 12 dernières années en Roumanie. Ce que j'aime bien, c'est les voyages à pied. Ouais. J'aime beaucoup les balades, notamment en montagne, et j'ai été très gâté par la Roumanie Ouais. avec la beauté des Carpates. Je trouve que les promenades en montagne sont des moments de détente extraordinaires, de remise en forme physique aussi, et de créativité. Tout à fait. Je vais toujours me promener avec. Avant, c'était avec un calepin. Aujourd'hui, c'est avec mon téléphone portable, s'il y a encore de la batterie, pour noter les idées. Il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent en marchant, et puis de nouvelles idées qui arrivent aussi en marchant. Est-ce que dernièrement, le problème des ours dans les montagnes en Roumanie ne vous a pas Alors, je suis pas très empêché? prudent, oui. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Oui. la même activité, mais récemment, j'ai été quand même assez arrêté par ce problème-là, parce que la pancarte attention aux ours, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, je vous pose la question parce que moi, c'est quelque chose qui m'a empêché dernièrement de faire la balade que je voulais. En général, quand je traverse une forêt, je essaye de parler assez fort, Oui, oui. en espérant ne pas rencontrer un ours. On m'a expliqué, un berger m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Il m'a dit alors. ne jamais le regarder dans les yeux, bien sûr ne pas crier, pas partir en courant. Mais j'ai jamais été exposé directement à ce risque. J'étais dans des environnements où manifestement il y avait des ours, on voyait des traces, mais j'ai jamais rencontré un ours en face de moi. D'accord, d'accord. Et en tout cas, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices vont aussi se rappeler de ce que vous venez de dire sur les balades. Et d'ailleurs, les neurologues, les psychologues le disent aujourd'hui que c'est essentiel pour reposer le cerveau et être créatif, qu'il faut à un moment donné s'arrêter, enfin non pas s'arrêter, mais plutôt se laisser aller dans les promenades. C'est très très sain. François Coste, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, et ce fut un plaisir de vous avoir toutes ces années au sein de la communauté française et au-delà en Roumanie. Je sais que ce n'est qu'un au revoir. Vous allez nous rendre visite le plus souvent possible. En tout cas, merci pour vos actions. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt, la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de RFI, également sur le site rfi.ro à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie. Week-end Placoute.